Chers téléspectateurs, bonsoir. La Covid-19 a infecté près de 7 400 000 personnes dans le monde. La situation en Mauritanie est conforme à l'évolution globale sur le continent africain. Nouakchott est le principal foyer de la pandémie, mais le nombre de cas de contamination à l'intérieur du pays connaît une augmentation forte et fulgurante. La gravité de la situation rend nécessaire la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie d'élite sur deux fronts, engagée par les autorités nationales dès le début de la pandémie. D'abord, le front sanitaire, afin de contenir la propagation et de la réduire, et d'autre part, engager des actions d'ampleur pour atténuer les impacts sociaux et économiques sur la population en général et les familles les plus démunies en particulier. Notre Zoom ce soir sera focalisé sur les deux volets de la stratégie nationale de riposte. Pour en débattre, nos invités sont Dr Moulay Hassan Oudzaidan Abdelmalik, qui est coordonnateur du programme Tekafoul de Tazur. Bonsoir et bienvenue, docteur. Professeur Cheikh Baïm Khatrat, qui est chargé d'émission au ministère de la Santé. Bonsoir et bienvenue dans notre émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avant de commencer le débat proprement dit, nous allons suivre ensemble les dernières déclarations du directeur général de la Santé, Dr Zahav. الصحفية اليوم تسجل 104 حالات جدد من الإصابة بجائحة كوفيد، كلها مخالطة. كما تم تسجيل ولله الحمد 28 حالة شفاء و4 وفيات رحمهم الله. وهكذا وصل عدد الحالات المسجلة 1887 حالة، من بينها 1813 حالة مخالطة، 65 حالة مجتمعية، و9 حالات وافدة. وسجلت ولله الحمد 360 حالة شفاء، ونحزن لفراق 91 من المصابين بهذه الجائحة، ونترحم على أرواحهم. أما الحالات النشطة فتبلغ اليوم 1436، من بينها 1274 بدون أعراض، و152 بأعراض خفيفة، و10 حالات خطرة اليوم. أما بالنسبة للفحوصات فسجلنا منها 754، من بينها 104 فحوص للمتابعة، و650 فحص تشخيص. وتتوزع كالتالي على الولايات: 421 من ولاية نواكشوط، 41 من الحوض الشرقي، 20 من أدرار، 39 من العصابة، 12 من البراكنة، 77 من قديماقة، 6 فحوص من الحوض الغربي، 21 من نواذيبو، 13 فحص من الترارزة. وتتوزع الحالات الجدد بين المقاطعات على النحو التالي: بسيلبا بحالتين، بالنعمة 7 حالات، دار نعيم 10 حالات، في تيارته 8، 13 حالة من توجونين، حالة واحدة من القصر، 22 من تفراق زينة، 20 من عرفات، 7 من الميناء، 10 من الرياض، حالة واحدة من بوتيليميت، حالة من واد الناقة، وحالتان من روسو.
m'excuse de cette erreur technique. J'espère que nous aurons l'occasion de suivre l'intervention du directeur général de la santé en version française dans les minutes qui suivent. En attendant, je crois que les invités ont bien compris l'intervention du docteur Zahab. Je vais commencer par vous, professeur Khatrat. Depuis 2 ou 3 semaines, la pandémie a repris une vigueur nouvelle, en particulier à Nouakchott. Comment expliquez-vous cette situation? Bonsoir, merci beaucoup. Effectivement, comme vous l'avez dit, depuis 2 semaines, nous assistons à une recrudescence et une propagation pratiquement exponentielle de la pandémie au niveau national, surtout localisée à Nouakchott. Cela ne doit pas surprendre parce que, étant donné la vitesse de propagation du virus, étant donné aussi le non-respect des mesures barrières par la plus grande partie de la population, étant donné également que la plupart des contacts cités tout à l'heure par les DGS sont des cas contacts. Donc, je crois qu'il faut faire surtout accès à demander la population à respecter vigoureusement les mesures barrières, c'est-à-dire le respect de la distanciation physique, ou on appelle ça aussi distanciation sociale, éviter les grandes rencontres et les rassemblements, laver les mains régulièrement par le savon. C'est des gestes qui sont très simples, mais qui peuvent prémunir et qui peuvent lutter efficacement contre la propagation du virus. Je rappelle que ce virus était, pour beaucoup de pays, était jusqu'à présent comme un mystère. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore élucidées par les scientifiques. Et donc, il y a toujours la recherche qui va nous orienter sur le comment éviter la contamination par ce virus. Docteur Mkhatrat, excusez-moi, mais vous venez de dire que cela s'explique par le non-respect des mesures barrières au niveau de Nouakchott. Quel est le rôle de l'État? Vous ne pouvez pas imposer aux citoyens de respecter les mesures barrières. L'État... Je vous donne un exemple. Oui. Le département des transports a demandé à ce que dans les taxis, les chauffeurs ne transportent que 2 ou 3 personnes. Vous voyez les taxis surchargés à longueur de journée. Faites un tour aux côtés du marché de la capitale ou n'importe quel marché de cette ville. Vous verrez que les gens s'entassent comme des sardines. Quel est le rôle de l'État? On va laisser ça comme ça, on va regarder, on va dire non, les gens ne respectent pas les mesures barrières. L'État, on va compter les morts, on va compter les contaminés. Jusqu'à quand? Oui, c'est vrai que l'État, effectivement, il a un rôle de protection de toute la population. Nous avons à maintes reprises et par tous les moyens essayé que la sensibilisation aboutisse à tous les ménages. Mais malheureusement, comme vous venez de le dire vous-même, le ministère des Transports a imposé aux taxis de prendre 2 personnes et vous voyez que c'est rempli encore. Ça, c'est dû à quoi? C'est dû au comportement des chauffeurs et au comportement de la population qui accepte elle-même. Pourquoi elle accepte ceci? Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi, je pense qu'il n'est pas un secret que ce virus, beaucoup de gens disent que ça n'existe pas, mais je pense que c'est une aberration. Est-ce qu'il n'y a pas un déficit de communication? Non, il n'y a pas un déficit de communication. Nous avons fait le maximum de communication. Il y a des équipes sur le terrain, nuit et jour, qui font que de la communication. Il y a aussi beaucoup de composantes actives de notre population qui nous aident aussi. Je pense que l'effort dans le domaine de la sensibilisation, en quelque sorte, a été acceptable. On peut dire acceptable. On peut faire plus, mais il a été acceptable. Et donc, c'est le rejet, en quelque sorte, de ces mesures par certaines couches de la population. Et là, il faut profiter vraiment de cette occasion pour dire encore, insister sur la population de respecter ces mesures barrières, parce que c'est le seul moyen d'éviter la propagation du virus.
Aujourd'hui, c'est vrai que nous, on s'enorgueillait il y a quelques temps. Au moment où tous les autres pays avaient des milliers de cas, nous, on était à 8, on était à 2 ou 3. Et il y avait plus de peur. Mais aujourd'hui, nous sommes à peu près à 1900 cas, 1800 pour être précis, 1887. Et donc, c'est un chiffre qui est appelé à augmenter tous les jours. Et là, vraiment, j'en appelle à la conscience de tous pour que les personnes, notre population, respectent ces mesures. Aujourd'hui aussi, on connaît que c'était Nouakchott, mais quand vous voyez tout à l'heure le tableau, il est clair que l'intérieur commence à être touché. C'est vrai que aussi le ministère a fait un autre effort, le fait d'envoyer des équipes pour tester une grande partie de la population. Nous aurons l'occasion de revenir sur les tests. Oui. C'est pour moi l'occasion d'interroger le Dr Moulay Hassan Oulzidan Abdelmalik, qui, je le rappelle, est coordonnateur du programme Tekafoul, Ta'azour. Cette situation que connaît le pays a eu des conséquences négatives sur la population de manière générale. Et la population les plus démunies en ont payé les frais. Que fait Ta'azour? Jusqu'à hier ou avant-hier, on s'est limité sur Nouakchott. Uniquement Nouakchott. Pourquoi Nouakchott et pas l'intérieur du pays? بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد بن عبد الله أفضل الصلاة والسلام. Permettez-moi tout d'abord de remercier le Wataniya, le Mauritanie plutôt, toutes mes excuses, Mauritanie plutôt, de nous avoir offert cette opportunité pour édifier les téléspectateurs et de façon générale l'opinion publique sur le déroulement de cette opération qui se fait dans un contexte particulièrement particulier, à savoir celui de, avant de répondre à votre question bien sûr, dans un contexte particulièrement particulier, à savoir celui d'une pandémie qui a nécessité la prise en considération, qui a demandé de prendre des mesures restrictives pour limiter la propagation de cette pandémie. Et ces mesures ont eu des conséquences négatives ou néfastes sur le niveau économique et social des ménages les plus vulnérables et les plus pauvres. Ce disant, en réaction de cette situation de précarité, son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, dans son discours du 25 mars, a annoncé des mesures qui permettraient de soulager ces ménages pauvres. Et c'est dans cette continuité que la délégation Ta'azour, et sous la supervision directe de son Excellence le délégué général, a entrepris cette opération dont on aura l'occasion de s'étaler un peu plus sur le déroulement. Ceci dit, cette opération s'est déroulée en 2 étapes. Et là, c'est l'objet de votre question. Une première qui était destinée aux populations les plus vulnérables au niveau de Nouakchott. Et dans un deuxième temps, il était prévu qu'elle s'étale en fonction de la situation des ménages et de la durée de cette pandémie au niveau national. Et au vu de l'étendue de cette pandémie dont vous venez de parler tout de suite et de sa propagation rapide, il a été décidé pour alléger la souffrance de ces populations de l'étaler au niveau national. Pour cela, et là nous nous réjouissons aussi, nous nous vantons d'avoir un outil fiable qui nous a permis dans cette situation d'urgence de pouvoir répondre rapidement aux besoins de ces populations. Cet outil, et là vous me permettrez parce que c'est la pierre angulaire même de toute cette opération, et de toutes les opérations futures, de cet outil qui est en l'occurrence le registre social, est un outil national qui permet à l'État de prendre les mesures nécessaires au bon moment, car il constitue une base de données où tous les ménages vulnérables ils sont enregistrés. Et il permet aussi à l'État d'orienter de façon efficiente et efficace l'aide sociale vers ces populations avec la manière la plus équitable. Ces registres, c'est basé
a été élaboré suivant une méthodologie transparente, en ce sens où il y a une participation des populations locales qui ont à choisir leurs pauvres selon des quotas qui auraient été prédéfinis suivant le profil de pauvreté et la contribution de la pauvreté au niveau de la localité elle-même. Là, je m'étale un peu plus, c'est pour mieux édifier. Vous aurez l'occasion d'étaler, mais la question était que votre institution a d'abord choisi de s'occuper de Nouakchott avant les villes de l'intérieur. Voilà. Est-ce que les gens de l'intérieur ne sont pas plus pauvres que ceux de Nouakchott? Ils sont plus Pourquoi pauvres. vous avez choisi Nouakchott? Voilà, on a choisi Nouakchott dans un premier temps. Pourquoi? Parce que, étant donné que la pandémie s'est avérée dans un premier temps au niveau de Nouakchott, et Nouakchott c'est une ville urbaine où il y a une concentration et une accentuation sur les services publics et où il y a les quartiers périphériques où il y a une concentration considérable des ménages pauvres et ces mesures restrictives, ils les ont plus atténuées que celles du milieu rural. Parce que même aussi à l'intérieur du pays, il y a le milieu urbain, mais dans une moindre mesure, ils étaient affectés par ces mesures restrictives. Mais au vu de la situation, de l'évolution de la situation, l'État, le gouvernement, a décidé d'élargir cette action au niveau national et c'est dans ce cadre que l'opération a été lancée avant-hier par son Excellence le Président de la République sur toute l'étendue du territoire en vue de soulager, je le disais tantôt, ces populations. Et là, vous me permettrez de mettre... Vous aurez l'occasion, mais en attendant, on va voir un élément que nous avons préparé à cette occasion, à l'occasion de la distribution, à l'occasion du lancement. Parce que ce que je dirais est important. Vous le direz après l'élément. D'accord. On va le suivre ensemble. D'accord. Aussitôt annoncé, aussitôt concrétisé. Dans son discours à la nation le 25 mars, le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, avait annoncé que l'État viendra en aide aux familles les plus démunies pour atténuer les répercussions négatives des mesures de prévention prises pour faire face à la pandémie du coronavirus. Et pour marquer l'événement, c'est le président de la République qui a donné le coup d'envoi de l'opération. Le volume des allocations financières a distribué ce chiffre à plus de 4 milliards d'anciennes ouguiyas. Il profite à 186 293 familles les plus nécessiteuses sur tout le territoire national. Sur place, le président de la République a été édifié sur les composantes du programme, le choix des bénéficiaires, les zones ciblées et les modalités de paiement des montants sur la base des données biométriques garantissant leur réception à temps dans toutes les wilayas du pays. Ces explications ont été présentées par le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour et le directeur général du registre social à la délégation de Taazour. Les montants parviennent aux bénéficiaires dans leur lieu de résidence au niveau de 8119 localités dans un délai maximal de 2 semaines. Pour le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour, Mohamed Mahmoud Al-Baasriya, cette opération fait partie d'une série d'activités pour atténuer les répercussions négatives des mesures de prévention contre le Covid-19, conformément aux instructions du président de la République. Il a précisé que l'opération a été réalisée à travers un appel d'offres ouvert, transparent et conforme au règlement suivi par le réseau des caisses d'épargne et de crédit CAPEC et de la Banque mauritanienne de l'investissement. Il a en outre précisé que les équipes ont été formées dans le but de mener à bien cette opération sur la base d'une méthodologie scientifique déterminée à l'avance pour assurer la transparence et la célérité du processus. De leur côté, les bénéficiaires se sont réjouis de ce geste sans précédent de la part de l'État, un geste survenu à point nommé et permettra de soulager leur précarité. Ils ont remercié particulièrement le président de la République pour cette assistance et pour l'intérêt qu'il porte à leur égard. Il s'agit là de la plus grande distribution gratuite opérée dans le pays depuis l'indépendance nationale.
Pour rappel, la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour a été créée le 29 novembre 2019 par décret présidentiel. Elle a pour mission de généraliser la protection sociale, d'éliminer toutes les formes d'inégalité, de renforcer la cohésion nationale, de lutter contre la pauvreté et de coordonner l'ensemble des interventions dans les zones cibles. « 200 000 bénéficiaires de cette opération de distribution et de transfert monétaire. Sur quelle base vous avez identifié ces bénéficiaires? Merci de m'avoir donné l'occasion de m'étaler en public. C'est sur cela que je voulais revenir. Ces ménages ont été choisis sur la base du registre social. Et là, je reviendrai sur la définition du registre social, qui est une base de données de tous les ménages pauvres en Mauritanie, qui est initialement identifiée suivant une approche participative et communautaire. C'est-à-dire que les populations de chaque localité, on leur avait défini ou donné un quota de pauvres qu'ils choisiraient ou qu'ils identifieraient selon leurs critères. Les critères qui leur sont propres, nous ne leur imposons aucun critère. Et dans une assemblée générale qui demande pour qu'elle soit validée pas moins de 70% de toute la population locale. Et il serait souhaitable que toute la population soit présente. Après, il y a l'élection d'un comité de sages qui auraient été choisis par la population. Ça, c'est pour garantir la transparence de toute l'opération. Et une fois les sages élus, ils se mettent de côté, on prend leur NNI, leur identification. Avec un procès verbal, ils sont désignés comme étant les sages de cette localité. Et ils désignent, la population désigne 2 ou 3 ou 4 des membres de cette population qui se retirent et listent les ménages les plus pauvres selon ce quota. Ils reviennent après à l'Assemblée générale, ils lisent la liste des ménages qui auraient été désignés comme étant les plus pauvres, selon leurs critères. Et une fois validé dans l'Assemblée, au cours de cette Assemblée, un procès verbal est émis, rédigé, et remis aux animateurs du registre social. Après, il y a un numéro vert, un système de réclamation, il y a un délai réglementaire de 10 jours après l'opération où les personnes qui auraient été exclues de cette liste ont la possibilité de réclamer auprès du registre social à travers ce numéro vert qui est le 801030. C'est un numéro vert gratuit sur, au niveau de tous les opérateurs qui se trouvent au niveau du pays. Et leurs réclamations sont prises en considération et une fois le délai terminé, une mission est envoyée au niveau de la Mokata pour traiter toutes ces réclamations. Si elles sont pertinentes, nous les intégrons au niveau de la base de données et auquel cas, et dans le cas contraire, nous leur expliquons que leur réclamation n'est pas pertinente. Après cette opération, une deuxième, ça c'est pour garantir toute la transparence tout au long du processus. L'Office national des statistiques, avec qui le registre social, qui est une direction générale au niveau de Taazour, envoie les équipes de l'ONS sur le terrain pour administrer un questionnaire aux ménages qui auraient été préalablement sélectionnés. Et après le traitement de ces données, des données recueillies au niveau du terrain, c'est une enquête de vérification, et les données sont renvoyées de nouveau au registre social qui, à travers un proximity test, appire ou sélectionne les derniers ménages qui seraient éligibles pour être dans la base de données et éventuellement bénéficier de différents programmes. Et ce registre permet 2 choses. Premièrement, d'éviter le saupoudrage des ressources. Deuxièmement, de pouvoir éventuellement créer une synergie entre les différents programmes. Et il garantit l'équité au niveau de la sélection, au niveau du choix des ménages, parce que c'est des ménages qui auraient été choisis par les populations elles-mêmes. On ne pourrait pas dire c'est par clientélisme, ou par favoritisme, ou par n'importe quel prétexte que les personnes ont été choisies.
Donc c'est ce registre qui se trouve être achevé au niveau de toutes les Mokata, toutes les wilayas du pays, excepté Nouakchott et Nouadhibou. Pour Dakhlet Nouadhibou, il a été achevé au niveau du milieu rural. Il restait le milieu urbain. Et il se trouve que pendant le début de la pandémie, les équipes du registre social s'y trouvaient depuis 2 jours. Ils étaient déjà opérationnels. Il a fallu les rappeler pour éviter qu'elles ne soient bloquées à Nouadhibou. Et les conditions ne permettaient plus de faire l'enquête. Il était initialement prévu que les registres soient achevés au mois de juin. Ce disant, une fois où les conditions les permettraient, ils seraient achevés. Ce qui nous ramène sur l'opération au niveau de Nouakchott. Donc, pour les critères d'éligibilité de 200 000 ménages, de tous les ménages de l'intérieur du pays, les bénéficiaires sont clairs et personne n'a jamais contesté l'équité et la transparence de cette base. Et je rappelle aussi ici que tous les partenaires utilisent cette base de données. Tous les partenaires qui opèrent dans le domaine utilisent la base de données du registre social. Et d'ailleurs, elle est saluée au niveau de toute la région, de toute la sous-région. C'est un registre qui est salué par tous les partenaires de la sous-région. On va voir. Vous aurez l'occasion de parler. Sur Nouadhibou et Nouakchott. Permettez-moi de poser des questions au professeur Cheikh Bey, parce que le volet santé est extrêmement important dans cette émission. La santé, comme vous le savez, nous parlons de la santé dans cette émission. Ce que je voudrais savoir, c'est qu'on rapporte souvent des cas de contamination, même du personnel soignant qui est en première ligne. On ne parle jamais assez de ces hommes qui se sont sacrifiés, des hommes en blouse blanche qui se sont sacrifiés pour ce pays, pour les malades, etc. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée du nombre de personnes soignantes qui est blessé? Et dans certains cas, ce sont eux-mêmes qui contaminent les personnes. Effectivement, il y a des personnels de la santé qui ont été contaminés, mais jusqu'à présent, le chiffre est très limité. Contrairement à ce qui se véhicule, je dirais que le chiffre est très limité. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a le personnel de plus en plus, il prend conscience du danger. Et puis, il y a des équipements spécifiques pour cela. L'équipement, il a été distribué dans la plupart des structures concernées par le dépistage. Donc, ça diminue, et même au niveau des urgences, ça diminue beaucoup les cas de contamination. Je pense qu'au fur et à mesure, nous allons assister à moins de cas de contamination au niveau du personnel de la santé. Parce que là, quand même, on parle d'une composante plutôt intellectuelle qui peut prendre les mesures appropriées pour éviter toute contamination. Quels sont les différents centres dans lesquels on se dirige après le 11, le numéro vert, qu'est-ce qu'on fait? On se dirige où quand on a un malaise ou des signes? Aujourd'hui, au niveau de Nouakchott, dans tous les hôpitaux, le ministère a ouvert des couloirs dédiés au dépistage pour la COVID-19. En plus de cela, tous les centres de santé, chaque centre de santé dispose pratiquement de 9 équipes mobiles. Ces 9 équipes mobiles font tout Nouakchott. En plus de cela, nous allons... Comment ils fonctionnent, les équipes? Les équipes fonctionnent, comme vous avez dit, une fois alertées par le numéro vert. C'est suivant les appels. C'est suivant des appels. Et puis aussi, comme vous le savez, dans notre pays, il y a toujours ces rapports familiaux, ces rapports professionnels qui existent. On téléphone aussi au niveau des équipes, au niveau des centres de santé, au niveau des hôpitaux, et automatiquement les équipes sont envoyées. Et ces équipes sont dotées d'un nombre suffisant de tests pour savoir immédiatement le résultat, si c'est positif ou si c'est négatif. C'est pour cela que nous avons... ça a été toujours réclamé au début de faire un maximum de dépistage. Au fur et à mesure de la propagation du virus. Maintenant, au niveau du territoire national, c'est couvert. Ce n'est pas encore généralisé au niveau de la population, parce que ce n'est pas l'essentiel. Ce qui est essentiel, c'est d'abord de détecter
c'est-à-dire localiser les personnes suspectes. Deuxièmement, tester. Troisièmement, isoler. Comment se fait la localisation? La localisation, elle se fait par les appels, elle se fait aussi par les consultations au niveau des structures de santé. Et automatiquement, on peut tester. Et quand on teste, on procède à la mise en quarantaine, c'est-à-dire l'isolement. Et après, on fera le suivi. On fera le suivi après la période d'incubation connue pour le virus. Systématiquement, il y a, parmi les testés, il y a 3 catégories. Il y a les cas asymptomatiques, c'est-à-dire les personnes qui ne présentent pas de signes. Les cas positifs asymptomatiques qui ne présentent pas de signes. Il y a des cas qui présentent des signes. Est-ce qu'ils sont dangereux, les personnes qui ne présentent pas de signes? Est-ce qu'ils représentent un danger? Oui, c'est important quand même de parler de ça parce que, comme vous l'avez suivi, beaucoup de sur la presse, il a été dit que ces cas ne contaminent pas. Pour le moment, rien n'affirme cette hypothèse. Donc, il faut toujours se prémunir parce que ces cas peuvent toujours contaminer. Tant qu'il n'y a pas une affirmation scientifique connue, on ne peut pas l'affirmer. Il y a des cas avec des cas graves, il y a des cas de malades qui sont porteurs de maladies chroniques. Donc ça, c'est des cas beaucoup plus lourds et donc qui doivent prendre plus de précautions. Et il y a les cas, alhamdoulilah, qui ne sont pas assez nombreux. Ce soir, bien sûr, ça a été cité 10, une dizaine, cas graves, qui nécessitent la réanimation. Et c'est les cas les plus dangereux. Par rapport à cela, vous avez vu que les pays, en si peu de temps, s'est doté, a multiplié par 100 ou 200 sa capacité en matière de réanimation, qui était jusqu'à là très limitée, un nombre très limité au niveau des hôpitaux. Et donc, il a pu prendre en charge rapidement la plupart des cas référés au niveau de ces structures. La stratégie adoptée jusqu'à présent et la stratégie qui est adoptée dans tous les pays du monde, c'est celle que je viens de citer, c'est-à-dire détecter et dépister et mettre en quarantaine. Dans la plupart des pays, cette mise en quarantaine, elle se fait au niveau des ménages. Ce n'est pas au niveau des hôtels, ni au niveau des structures sanitaires. De santé. Non. Dans un premier temps, nous, on avait choisi la cité universitaire. Et maintenant, les cas qui sont asymptomatiques peuvent rester chez eux. Ils se mettent en quarantaine chez eux. Et je pense que c'est beaucoup mieux, c'est un bon suivi. Et c'est ce qui se fait dans la plupart des pays du monde. Quand les personnes sont chez elles, elles sont suivies chez elles. Elles sont suivies. Les équipes font la rotation régulièrement pour savoir, en tout cas, toutes les personnes qui ont été dépistées positives, les équipes sont tenues de les revoir chaque fois qu'il est nécessaire, suivant la période qui est donnée aux personnes testées. C'est-à-dire que ce n'est pas un contrôle quotidien? Non, ça ne nécessite pas un contrôle quotidien. Parce que ces personnes-là ne prennent pas de médicaments. Ces personnes sont suivies seulement, ils sont mis en quarantaine et ne présentent pas de signes particuliers. Et donc, c'est au niveau des hôpitaux qu'on administre la médication. Bon, c'est ce qui existe. Maintenant, d'ailleurs, les protocoles thérapeutiques, dans tous les pays, ça change aussi. D'un pays à l'autre. Pour la plupart des pays, comme vous le savez, comme nous, comme la plupart des pays africains, c'est la chloroquine, l'hydroxychloroquine, qui a suscité aussi un grand débat au niveau international. En France, au niveau international. Mais cela aussi, les malades sont traités suivant les symptômes. Comment expliquez-vous que... Chaque symptôme, il est traité par un certain nombre de... Comment expliquez-vous que beaucoup de gens ne viennent pas
comme l'a dit d'ailleurs son Excellence le Premier ministre, comme l'a dit le ministre lui-même, et comme l'a dit Dr Zaha, il y a plein de gens qui ne rentrent pas à l'hôpital quand ils sont malades. Comment expliquez-vous cela? Oui, ça ce n'est pas seulement, pour le Covid-19. Je rappelle ici pour les protocoles thérapeutiques que le pays a mis en place un comité scientifique qui a élaboré des protocoles thérapeutiques, et ces protocoles sont suivis par nos équipes au niveau des hôpitaux. On peut avoir une idée sur ces protocoles? Personnellement, je n'ai pas une idée exacte, mais je pense que les personnes qui ont en charge, c'est le plus important, parce que ce n'est pas à donner à la population, ça n'a pas d'importance. En tout cas, les équipes qui prennent en charge, ils connaissent très bien ces protocoles qui sont élaborés par un comité scientifique national. Effectivement, comme vous le savez, beaucoup de gens refusent d'aller dans les hôpitaux par crainte, ou bien ils cachent ils ne veulent pas se montrer. Ça, c'est pas seulement, comme vous le connaissez très bien, c'est pas seulement pour la plupart des maladies, c'est là notre problème. La population a toujours fait des défaillances de se montrer. Ça existe au niveau du VIH-Sida, au niveau des tuberculeux, au niveau de la plupart des patients ne se déclarent pas. Et ça, c'est très dangereux parce qu'aujourd'hui, les maladies infectieuses, les maladies contagieuses sont de plus en plus présentes. Et donc, tout ce qui permet une propagation de la contagion doit être déclaré. D'abord pour lui-même, deuxièmement pour sa famille, troisièmement pour la communauté. Et ça, c'est une conscience que chaque individu doit prendre en compte pour éviter à son pays de tomber un jour dans une épidémie qui pourrait être évitée par de simples mesures. Je vais revenir vers vous, monsieur le coordinateur. La question que beaucoup de gens se posent est de savoir, il y a eu une grande polémique sur cette histoire de transfert d'argent. Qu'en est-il en réalité? Merci, mais avant de répondre à cette question, je tiendrai à achever la réponse. C'est ça la question. Non, mais c'est juste ça la question. Non, excusez-moi, c'est un complément. À la question. Excusez-moi, c'est juste... Non, vous allez monopoliser la parole. Non, je monopolise, mais c'est une partie de la première question. Parce que c'est true qu'à Nouakchott, ce n'est pas la même approche qui sera utilisée pour l'intérieur. À Nouakchott, il a fallu un ciblage, un concert avec la société civile, le ministère des Affaires sociales et le ministère de l'Intérieur à travers les communes. Et c'est à partir de cette base de données que les gens ont été enrôlés. Plus de 40 000 ménages avaient été enrôlés, et sur les 40 000 ménages, après un scoring qui a été attribué aux ménages enrôlés, les bénéficiaires ont été choisis. Ça, c'est pour Nouakchott. Pour Nouadhibou, parce que les gens se diront pourquoi Nouadhibou, alors que le registre n'est pas au complet à Nouadhibou. Donc, la commune, avec la Mokata, ont élaboré les listes bénéficiaires. Donc, ça, c'est pour la transparence de l'opération. D'accord. Passons à la question. D'aucuns pensent que les montants alloués par Taazu au groupement bancaire chargé de l'exécution des transferts est surfacturé. Qu'en est-il en réalité? Il n'en est rien. Il n'en est rien du tout de tout cela. Alors, expliquez-nous qu'est-ce qui se passe. Comment ça s'est fait? Comment vous avez procédé à la Je vous l'expliquerai. De manière, s'il vous plaît, brève, pour qu'on puisse comprendre. Ne vous en faites pas. Pour ce qui est de cette polémique, la délégation générale a fait un appel d'offres pour tous les opérateurs. Il a été publié selon les règles de l'art. Un délai de 8 jours a été fixé pour répondre à cet appel. Non seulement ça, par prudence et par souci de transparence, la délégation a fait contre-décharge, distribuer le dossier pour tous les opérateurs. Toutes les banques de la place, qui sont au nombre de 18 à peu près, excepté IN, ont été avisées. Et un dossier leur a été donné, contre-décharge, comme quoi elles ont toutes été informées. Ça, c'est d'une part. D'autre part, tous les opérateurs
opérationnels qui agissent dans le domaine des transferts monétaires ont été avisés aussi. C'est dire que tout le monde ne peut pas dire qu'il a été informé. Ça, c'est d'une part. Après ouverture des plis, seuls 3 postulants ont rempli les conditions. Conditions techniques. Les critères qui répondent aux critères prédéfinis dans l'appel d'offres. Et après ouverture des plis, il se trouve qu'un opérateur a donné, et là, c'est une première, a donné un taux extrêmement bas par rapport aux autres. Un taux qui se trouve être aux alentours de 1%, 1,%. Alors que les autres, parce que c'était 7 lots, et il fallait postuler pour chaque 3 lots. Le postulant ne pouvait avoir plus de 3 lots. Et sur le premier lot, celui qui a donné le taux le plus faible, le donné pour 1,04, là les chiffres sont là pour être plus précis. Il a donné pour 1,04, 1,08 et 1,1. Ça c'est pour l'eau de Haouz Sharqi, Haouz Al-Karbi et la Saba. Et on ne peut pas dire qu'on peut avoir sur place un taux plus bas que celui-ci. Le deuxième, celui qui est venu en deuxième position, il donnait un taux, une proportion qui va de 4,3% à 6,5%. Et par le passé, par notre expérience dans le domaine, on avait un taux de 8%. On utilisait, comment dirais-je, on avait un taux de 8%. Voyez-vous la différence entre 8% et 1,2%. Et personne de la place ne peut donner un taux aussi bas que celui-là. Et après ouverture, après sélection, l'autorité contractante a demandé au deuxième groupement qui était choisi de s'aligner sur le taux du premier. Et même avec un écrit, il a dit qu'il ne peut pas s'aligner sur ces taux. Et vu que c'était l'urgence, et on craignait même que le premier, celui qui donnait le taux le plus bas, ne se dit moi j'ai un taux plus bas, je peux élever. Donc, selon les règles, on a été contracté avec cet opérateur le contrat. Et ce contrat, si on essaie de le chiffrer, il nous revient à 300 ouguiyas le coût de l'opération par ménage, 300 ouguiyas. Et voyez-vous, aujourd'hui, les coûts vont de 500 à 1000 ouguiyas. Et comme vous le savez aussi, la Mauritanie est un pays extrêmement vaste. Et dans le contrat, l'opérateur doit amener dans un rayon de 5 km au bénéficiaire le montant. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui a Ain Bentili ou dans les contrées les plus éloignés de Vassale, on lui amène dans la dignité aussi le respect de la personne, et suivant aussi, ça c'est parmi les clauses du contrat, si je peux m'exprimer ici, suivant le respect des procédures qui permettent d'éviter la contagion par le virus. Donc, dire que ça a un coût élevé, c'est vraiment dire de n'importe quoi. Et au niveau de Tazor, l'un des principes, c'est la transparence. Ceux qui disent ça, ils pouvaient se demander des informations au niveau de Tazor. Et là, je le dis et je le dis, personne ne peut donner un coût plus bas. Et voyez, si quelqu'un peut donner moins de 300 ouguiyas. Donc là, nous sommes catégoriques. C'est vraiment, j'allais dire, de n'importe quoi, de dire que ça a un coût élevé. Et toutes les voitures, ça, je l'ai dit et je le redis. On reviendra sur les voitures parce que ça a fait le buzz. Voilà. En attendant, on va demander... Mais je tiens aussi que toute la procédure de l'appel d'offres suit les règles de l'art et nous defions quiconque de dire que ça a été autrement. J'espère que les téléspectateurs vous ont entendu et vont répondre. D'ici demain, on aura certainement des réactions. Il n'y a pas de souci. Professeur, est-ce qu'on peut dire que nous avons déjà atteint les pics? Ce n'est pas sûr. On ne peut pas dire aujourd'hui que nous avons atteint les pics. C'est avec le respect de ces mesures de prévention que nous pouvons contrecarrer la propagation de cette pandémie. Sans cela, le pic ne peut pas être, on ne peut pas donner un pronostic pour le moment que nous avons atteint le pic. Parce que, comme vous le savez, comme vous l'avez constaté, la plupart des cas quotidiens, c'est des cas contacts. Et donc ça, c'est quand même inquiétant.
c'est des contacts qui peuvent être évités. C'est vrai qu'on dit souvent que les cas communautaires sont plus graves parce que c'est-à-dire que le virus, il y a une dissémination du virus au niveau de la communauté. On le dit très souvent. Mais aussi, les cas contacts, c'est quelque chose qui peut être évité. Vous pouvez trouver une personne dans une famille qui, par la suite, va contaminer toute sa famille. Et ça, c'est par méconnaissance du respect de ces mesures de prévention qui sont aussi faciles. Mais c'est aussi la structure sociale de la famille en Mauritanie qui fait ça? Oui, parce que c'est des familles qui échangent avec leurs C'est la nature des Mauritaniens d'être proche du malade. Il y a eu, effectivement, comme vous le savez, des mesures qui sont très importantes. Par exemple, le cas des mosquées, ça a limité en quelque sorte les dégâts. Aujourd'hui, les marchés constituent un risque permanent. Ça existe. Malheureusement, notre population ne respecte pas ça. Le transport aussi, il constitue un risque. Les manifestations de tout ordre aussi manifestent. Tout cela, nous avons alerté dès le début pour éviter ce genre de rassemblement, pour éviter une grande dissémination, une grande propagation au niveau de la communauté, au niveau de la population. Mais malheureusement, jusqu'à présent, beaucoup de notre population ne respecte pas ces mesures qui ont été, qui, je dois le dire, maintenant ne sont plus en secret pour la plupart des citoyens. D'autant plus que même au niveau des structures administratives, toutes les structures administratives ont mis un système pour se laver les mains, pour la preuve en est au niveau de la télévision nationale. Quand il faut rentrer, c'est la même chose. Et donc, c'est dans la plupart des structures publiques aussi, c'est fait, dans la plupart des structures privées. Mais au niveau du marché, je pense que c'est toujours... Il y a une opération qui a été tentée il y a un mois. C'est pour cela que nous avons renforcé la sensibilisation. C'est des équipes qui sont déployées, plus de 1000 personnes qui ont été envoyées. Nous avons aussi l'appui de certains départements, comme le département de la jeunesse, qui a fait aussi un grand effort dans ce sens. La commission de communication aussi, qui a fait pas mal de choses. Je rappelle que la télévision, la radio, ils jouent un rôle très important dans cette sensibilisation. Pour éviter la propagation. C'est en quelque sorte, sans ce respect, on ne peut pas donner un pronostic. On ne peut pas aujourd'hui. Mais je suis sûr que, bon, c'est vrai qu'on dit dans certains pays que le virus a été atténué en quelque sorte. Oui, qui s'est affaibli. C'est affaibli dans certains pays. Mais toujours, il y a cette crainte de reprise de l'épidémie au niveau mondial. C'est pour cela que la recherche, aujourd'hui, elle s'accentue pour trouver un vaccin. Pour trouver un vaccin, pour d'abord contrecarrer une nouvelle vague. Mais aussi, en quelque sorte, trouver ce vaccin qui doit être d'usage généralisé au niveau de toute la population mondiale. C'est-à-dire plus d'équité dans la distribution, étant donné que la plupart des pays du monde sont des pays pauvres, constituent la majorité. Et donc, là, sur ce plan, il y a des avancées considérables. Je pense que dans plusieurs pays, il y a des avancées considérables qui peuvent donner espoir, en quelque sorte, à juguler, à déclarer, en quelque sorte, une certaine victoire sur cette maladie qui a bouleversé tous les systèmes de santé. Elle a bouleversé tous les systèmes de santé au niveau mondial. Aujourd'hui, vous attendez que ce système de santé dans tel pays est faible, le système de santé. Ce n'est pas pour un pays. Ce n'est pas spécifique à un pays.
nous avons vu les systèmes qui étaient les plus Même résilients, les plus puissants, les plus ils ont résilients, été désorganisés. ils le disent. Leurs ministres le disent facilement que cela a échappé à leur système. Et donc, c'est incroyable cette histoire de Covid-19. Pourtant, il y avait avant beaucoup d'épidémies connues comme virales aussi, mais celui-ci, il a bouleversé l'ordre mondial en matière de santé. Et donc, il va exiger une réforme profonde de ce qui existait avant. Parce que maintenant, le monde, il serait plus sûr quand il sera plus réformé, faire en face contre ces pandémies qui ont causé autant de dégâts. Pas seulement sur le plan sanitaire, mais nous avons vu avec le collègue tout à l'heure sur le plan économique, qui est très important parce qu'il n'y a plus de circulation. Il a coupé toute... Et là, je dis, comme on dit souvent que chez nous, alhamdoulilah, nous avons une chance parce que le virus, la propagation et la montée de la propagation est venue dans un moment où l'autre monde a subi une courbe ascendante qui a permis quand même que nous, on soit approvisionnés de certains produits. Aujourd'hui, ces ruptures qui existaient n'existent plus, alhamdoulilah. Il y a tout le matériel, beaucoup de matériel en tout cas, à notre disposition, qui permet quand même de nous prendre en charge pendant un certain temps. Je vais demander à Dr Moulay Hassan une autre polémique qui a été engagée. Avant d'entrer dans les studios, j'ai appelé mon confrère Mohamed Kouri, qui est directeur de la communication à l'agence, et je lui ai demandé, parce qu'on dit qu'il y a eu la location de véhicules 4x4, il m'a affirmé qu'il n'y a eu aucune location. Qu'en est-il en réalité? Comme je l'ai dit tantôt, il n'en est rien du tout. D'où sont venues ces voitures? Voilà, je vais vous dire. Ces voitures, comme je l'ai dit, TAZ, la délégation générale, a contracté avec un opérateur, un groupement de la place, selon les règles de l'art. Et c'est à l'opérateur de prendre des véhicules ou des avions, ça ne nous concerne en rien du tout, en rien. Nous, l'essentiel pour nous est que les moyens mis à la disposition de l'opérateur, les moyens financiers soient remis dans des conditions que nous avons prédéfinies avec lui, selon, comme je disais tout à l'heure, le respect de la dignité humaine, selon aussi les mesures préventives pour éviter la contagion, et dans un délai de 14 jours. Ceci dit, à lui d'utiliser les moyens qui lui conviennent. Ça se regarde. Je dis et je répète. Il faut bien m'expliquer comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Un opérateur comme quoi, par exemple? Nous avons un groupement qui se compose de BMI, la banque BMI, avec les Procapec. Ils ont gagné l'appel. On a contracté avec eux. C'est à eux d'utiliser les moyens qui leur conviennent. Et autant que je sache, on ne peut pas amener les moyens dans des contrées les plus éloignées à d'autres chameaux. Il faut des moyens. Mais c'est à eux de choisir les moyens qu'il faut. L'essentiel pour nous est que selon les conditions, le cahier de charges, c'est que ces conditions soient remplies. Donc ce sont eux qui ont loué les voitures. Je l'ai dit et je le répète, on n'a ni loué les voitures, ni recruté. Parce que aussi, si on va au-delà de la polémique sur les voitures, il a été question que Tazor a recruté des agents. On n'a ni recruté, ni loué des véhicules. Nous sommes catégoriques et nous défions quiconque de prouver le contraire. Et il y a aussi une autre polémique. Celle-là, elle se situe au niveau des chiffres. Ouais. Parfois, on avance 206 000 familles bénéficiaires et parfois, on dit qu'il ne s'agit que, excusez-moi, 186 000. Qu'en est-il en réalité? Bon, voilà. Excusez-moi de le dire aussi, il n'en est rien de tout ça. C'est des gens qui veulent polémiquer. La vérité est entre les deux. Non, la vérité est celle que je vous dirai. Je ne dis pas que nous avons la vérité absolue, mais nous avons la vérité avec un petit V. Un petit V. Vous avez des chiffres? On a des chiffres et nous défions quiconque de prouver le contraire. Comme vous le savez, après le discours de son Excellence, le Président de la République, M. Cheikh Al-Ghazouani, la première opération s'est limitée à Nouakchott. Et il a fallu distribuer, faire bénéficier 20 000 ménages. 20 000. 20 000 ménages. Et si vous faites
une opération aussi simple que l'addition, que tout enfant de 6 ans peut faire, 186 293 plus 20 000, ça fait 206 293. Donc la totalité des bénéficiaires serait de 206 293, dont les 20 000 qui ont bénéficié lors de la première opération et les 186 293. Donc c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Mais vous pouvez me demander aussi comment... On peut savoir le coût? Voilà, je vous dirai le coût. Mais avant, je vous permettrai de dire juste une chose. Que pour garantir et assurer la traçabilité de cette opération, des moyens techniques ont été utilisés pour garantir et assurer la traçabilité. Comme quoi? Voilà, merci de m'avoir posé la question. Tazor, les informaticiens et les cadres de Tazor ont développé une application qui permet de garantir la traçabilité tout au long du processus. À commencer par que les bénéficiaires sont enregistrés au niveau de la tablette, les bénéficiaires avec leur numéro d'identification, leur numéro de téléphone, donc au niveau de la base. Et l'agent payeur enregistre, plutôt capte le NNI, toutes les informations concernant les bénéficiaires, qui lui donne l'effet vert de valider l'opération. Et une fois validé, c'est enregistré automatiquement au niveau de la base. Donc on ne peut plus bénéficier une deuxième fois. Et le NNI permet d'éliminer les doublons. Et à défaut d'avoir un NNI, parce que tous les pauvres, tous les gens n'ont pas, des ménages pauvres n'ont pas le NNI, et le NNI n'excrit pas. Donc, dans un premier temps, on a pris le téléphone. Et le téléphone, avec un appel, où il suffit qu'il bip la tablette, le numéro de la tablette, le nom de la personne sort automatiquement et il valide si la personne se trouve au niveau de la base. Et en plus de cela, nous avons des listes avec la photo du bénéficiaire, son adresse, son numéro de téléphone et la place pour mettre l'empreinte. C'est pour garantir la traçabilité. Donc, c'est des outils techniques qui avaient été utilisés lors de la première opération et qui seront utilisés actuellement. Sauf que cette fois-ci, l'application marche hors connexion. Même dans une zone non couverte, l'application marche. Et je parie que cette application sera utilisée prochainement par les opérateurs et s'en inspireront. Ça, c'est d'une part. Et dire aussi qu'avec là, nous nous réjouissons aussi, nous nous glorifions, si on peut se permettre ainsi, que cette opération est une opération qui est la première en son genre au niveau du pays. C'est une opération qui marque une grande avancée au niveau dans le domaine des transferts monétaires, parce que c'est une opération qui se fait à grande échelle, sur toute l'étendue du territoire, et surtout basée sur un ciblage fiable de qualité. Donc là, c'est vraiment glorifiant de pouvoir le faire cette fois-ci, et surtout qu'on a une base qui est le registre social, qui est fiable et équitable aux yeux de tout le monde. Je reviendrai vers vous, docteur. Professeur, dites-nous, pourquoi avons-nous plus de décès que certains pays voisins, notamment le Sénégal, où il y a plus de personnes contaminées? Selon les informations que j'ai, la plupart des décès chez nous sont hors structure hospitalière. C'est-à-dire que, justement, c'est ce qu'on avait discuté, c'est le fait que les malades ne se déclarent pas à temps. Et donc, ils ne sont pas traités à temps. Donc oui, la plupart des décès, la majorité de ces décès, c'est hors structure hospitalière. On peut juger la performance d'un système de santé par le nombre de décès au niveau de ces structures. Ça, c'est un indicateur très important. Mais aujourd'hui, la plupart de ces décès sont en dehors des structures médicales, ce qui veut dire que c'est des décès sur lesquels on ne peut pas dire que, en tout cas, le système de santé ou les personnels de santé est responsable, en quelque sorte, de l'augmentation du nombre de décès. Ça peut être aussi expliqué par que ces décès sont des malades, certaines personnes âgées qui ont des maladies chroniques. Il n'y a pas de statistiques? Je n'ai pas personnellement de statistiques pour ça, mais je suis sûr que les services de la santé ont des statistiques
Parce qu'il faut qu'on sache qui est mort de quoi, son âge, etc. Il y a toujours des enquêtes. Il y a toujours, chaque fois que le décès est constaté, il y a toujours des enquêtes qui suivent, qu'il soit au niveau de la structure hospitalière ou que le décès s'est produit avant la structure hospitalière. Il y a toujours une enquête qui peut renseigner sur exactement ces différentes causes. Le nombre de décès, on ne peut pas dire aussi qu'il est loin de ces pays que nous avons. Nous avons toujours un taux qui est... il est déplorable chaque fois qu'il y a un seul décès. C'est vraiment déplorable. On ne peut pas parler sur un autre ton, dire que le nombre de décès chez nous est moins ou est grave. Un seul décès, c'est vraiment triste. Déplorable. Et donc, je pense que ce qui est important, ce qui s'est produit, c'est déjà produit. Et maintenant, nous demandons à la population très tôt de se référer au niveau des structures de santé. C'est ça ce qui est important. Et ce qui empêche plus de cas graves et ce qui empêche aussi le nombre de décès qui ne sont pas déclarés au niveau des structures hospitalières. Comment se font les tests? Les tests, bon, oui, j'ai déjà répondu parce que... C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui s'est fait au hasard. On ne dit pas, par exemple, aux téléspectateurs aujourd'hui, chers téléspectateurs, demain, à telle heure, il y aura des tests de dépistage. Qui veut se dépister n'a qu'à se présenter. Non, jusqu'à présent, on n'a pas adopté cette formule. Comme j'ai dit, que ce sont les personnes qui nous contactent au niveau du numéro vert, qui reçoivent des milliers d'appels par jour. Et donc, les équipes sont mobilisées et sont orientées par rapport à... Ce qui est sûr, c'est que le nombre d'équipes a augmenté relativement par rapport à la première période. Et même le nombre de personnes qui sont testées. Et le nombre de personnes aussi dépistées, ça a augmenté aussi de façon exponentielle. Même au niveau de l'intérieur du pays, qui n'était pas jusqu'à présent, on se rappelle bien des premiers jours que les tests étaient réservés, étaient localisés au niveau de la ville de Nouakchott. Que répondez-vous, professeur, à ceux qui disent, chaque fois qu'il y a un malade, ils vous répondent, oh, on va dire certainement qu'il est mort de la Covid. Oui. Bon, ici, malheureusement, nous sommes un pays de rumeurs qui véhicule toutes les formes d'information. Il vient de parler de beaucoup de choses, on discute beaucoup. On préfère s'atteler plus sur les rumeurs que dire la vérité. Celui qui d'ailleurs dit la vérité, souvent on le taxe de n'importe quoi. Il défend quelque chose. Par exemple, moi aujourd'hui, si je dis que le ministère a tel ou tel, on dit que je suis envalé pour le ministère, pour un tel régime. Il n'en est rien. Personne ne nous a demandé de cacher la vérité. Personne. Parce que ce n'est même pas bien de cacher la vérité. Non. À des citoyens qui vont mourir. Il y a une gestion transparente. On dit haut et fort. Qui peut aujourd'hui, le nombre de décès, on ne peut pas le garder au secret. C'est impossible. Aujourd'hui, nous favorisons cette transparence et cet échange de l'information parce qu'il il sert notre système de santé. Et d'abord, il nous sert nous en tant que population. Deuxièmement, nous avons des contrats et nous avons des contrats moraux et même signés avec certains organismes qui sont très importants au niveau mondial. Et sans cet échange, nous, aujourd'hui, on ne peut pas savoir ce qui se passe dans les pays voisins, on ne peut pas savoir ce qui se passe dans les autres pays. Et donc, c'est cet échange avec transparence qui permet aujourd'hui d'échanger les données épidémiologiques entre les différents pays et ce qui peut être utile et ce qui peut empêcher même une nouvelle vague. Une nouvelle propagation et donc, c'est cet échange qui doit se faire avec la totale transparence et le maximum de sérieux. C'est que nous, on peut se distinguer seulement par notre effort et par notre travail. On ne peut pas se distinguer par autre chose. Donc, si on travaille bien, si on fait
Si on a une capacité d'affronter cette maladie, on va réussir. Si on ne l'a pas, on va perdre. Et donc, nous avons tout intérêt, ensemble, les autorités, les citoyens, la communauté, ensemble, à faire face à ce fléau qui devient de plus en plus menaçant. Nous avons intérêt ensemble à converger nos efforts pour limiter la propagation de ce virus. Et nous avons les possibilités, et nous avons les moyens. Quand il y a la détermination, je crois que tout est possible dans la vie. Aujourd'hui aussi, dans beaucoup de pays, ils ont cette culture. Ça, je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas entendu. Dans beaucoup de pays, il y a une culture de sport. Aujourd'hui, chez nous, ça n'existe pas. Cette culture n'existe pas. Le sport, il contribue énormément à éviter cette maladie. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Malheureusement, il y avait même des gens qui le faisaient, ils sont arrêtés. Par crainte que le virus circule, c'est ce qu'ils disent. Des gens qui ont eu peur. Des gens qui ont eu peur. Ils ont eu peur, mais quand même, il est formellement recommandé à toutes les personnes de faire le maximum de sport pour éviter des infections respiratoires qui existent. Ça, c'est très important pour le dire. Et ça empêche d'autres maladies. Ça empêche beaucoup d'autres maladies. Donc je crois qu'on doit être utile pour nous-mêmes et pour notre population. Ce qu'on doit véhiculer, si le nombre de messages de fake news qui étaient faits dans le bon sens. Aujourd'hui, au niveau des différents réseaux, le nombre de ces messages, s'il est fait positivement et traité positivement, nous pouvons éviter beaucoup de choses. Et c'est ça ce qui est important. Notre population doit prendre cela en conscience et nos intellectuels, en premier lieu, doivent faire cela. Et ce n'est pas seulement le gouvernement. C'est une affaire des citoyens, de société civile. C'est une affaire des citoyens, de la population. C'est l'ensemble des forces vives de la nation qui doivent forces vives. Et ça, il n'y a pas de politique là-dedans. On ne doit pas politiser un système de santé. On ne doit pas politiser une pandémie. C'est vraiment malheureux d'entendre beaucoup de choses sur ça. Il faut travailler. Ce qui est demandé, c'est de travailler sérieusement et d'affronter les choses objectivement en fonction de nos moyens et en fonction de ce que nous voudrions faire. Aujourd'hui, beaucoup de réalisations ont été faites. On ne l'avait pas. Ça a permis quand même de connaître des insuffisances, qu'il soit de les combler au niveau de la santé. De les combler sur le plan de la santé primaire d'abord, sur le plan de santé hospitalière, sur le plan des urgences, sur le plan de la prise en charge. Ça permet de donner des leçons. Et c'est ça, une pandémie qui a fait autant de décès ne doit pas partir sans que nous, on obtienne aussi un résultat. Il faut qu'on obtienne un résultat. On obtient une expérience. L'expérience est très importante. Aujourd'hui, par exemple, des pays comme la RDC, la République démocratique, sont devenus une référence dans la prise en charge d'Ebola. Ebola, oui. Parce que toujours, il y a ces épidémies, mais ils ont appris beaucoup de leçons. Et maintenant, pour eux, quand ça existe, ils peuvent maîtriser facilement cette pandémie. C'est pour nous aussi, c'est notre première épreuve réellement qu'on a testée. On doit vraiment garder le maximum, faire le maximum ça doit nous donner le maximum de leçons et prendre cela en conscience. Aussi bien pour notre personnel de santé. Aujourd'hui, le ministère de la Santé a renforcé la formation. On s'attendait il y a quelques mois à un manque en personnel. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Mais malgré tout, je vous informe que le ministère de la Santé va contractualiser avec beaucoup de personnel de santé qui n'étaient pas dans la fonction publique des contrats provisoires
qui vont permettre. Pourquoi? C'est pour que tout le monde rentre dans le système. Dans le rang et tout le monde dans le rang. peut l'abattre, oui. Voilà, exactement. On va donner la parole à Dr Moulay Hassan pour avoir quels sont les échos que vous avez eus sur l'opération au niveau de l'intérieur du pays. Voilà, avant de donner notre avis sur, pas avis, l'information sur l'opération au niveau de l'intérieur, je voudrais juste revenir sur le coût que vous m'avez demandé, le coût de l'opération. Le coût de l'opération se situe aux environs de 43 millions. Ça, c'est le coût opérationnel. 43 millions MRO. 43 millions MRO. Et ce qui a amoindri le coût, c'est l'application dont on parlait tout de suite. Elle a permis d'éviter l'utilisation de cartes bancaires et par conséquent des terminaux qui permettent la lecture de ces cartes bancaires. Parce que aussi, quand vous parlez de polémique, il y a une grande polémique sur l'utilisation éventuelle de cartes bancaires qui auraient coûté plus de 6 500 par carte. Donc il n'en est rien aussi de tout cela. C'est cette application qui a permis de réduire le coût. Pour ce qui est de l'opération... Des échos sur l'opération. Des échos sur l'opération. Tous les échos qu'on a eus sont des échos favorables. Il faut dire qu'on n'a pas eu encore le temps de s'étaler, de se mettre au niveau de l'intérieur au sens profond du terme. Mais jusqu'à preuve du contraire, l'opération se déroule bien là où elle a déjà commencé. Puisque vous parlez du temps, le temps qui nous était imparti touche à sa fin. C'était donc l'émission Zoom Sur qui était consacrée à la pandémie du coronavirus Covid 2019. Mes invités étaient Dr Moulay Hassan Ould Zeidan Abdelmalik, qui est coordinateur du programme Takaful Tawazour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et le professeur Cheikh Baïm Khatrat, qui est chargé de mission au ministère de la Santé. Merci, professeur, d'avoir répondu à notre invitation. Chers téléspectateurs, d'ici la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous lundi soir, Inch'Allah, sur le même endroit et sur le même plateau, Inch'Allah. Continuez à suivre Al Mauritanie.